à tous et bienvenue dans votre émission Nous les femmes. Au sommaire de cette émission, vous verrez tout à l'heure le portrait de Maria Maïboula qui est entrepreneur culturel et social. Ensuite en santé, nous allons parler des infections urinaires, style de vie où nous allons parler des fossiles. Pour terminer, entre nous, où nous allons vous poser, ou nous poser plutôt la question de savoir êtes-vous pour ou contre la polygamie. A tout de suite. Et voilà, nous sommes sur le plateau de votre émission Nous les femmes. Je commence par ma droite. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Mariam Maïboula. Oui. C'est un nom chrétien là? Oui, c'est un nom connu. D'accord. Alors, Mariam, vous avez eu un très long parcours. Moi, je n'ai pas pris le temps de tout noter parce que c'est tellement long, mais vu qu'on va voir votre portrait tout à l'heure, vous avez eu plutôt une licence en lettres modernes, vous avez un DSS en entrepreneuriat culturel, vous avez eu aussi un parcours un peu en tant qu'animatrice. Oui, j'ai travaillé à la radio nationale. 12 ans à la radio Tchad. Et ensuite, conseillère au conseil économique, enseignante, vacataire. Bon, on reviendra tout à l'heure sur tout ce parcours très intéressant. Et juste à côté de vous aussi, nous avons une dame qui nous accompagne sur cette émission, une sociologue. Bonjour Hassanié. Bonjour. Alors vous, c'est plutôt Hassanié Taïbé. Taïdibé. Bonjour Hassanié Taïdibé. Bienvenue sur le plateau de votre émission Nous les femmes. Ensuite, nous avons notre docteur, puisqu'on va parler aussi des infections urinaires. Elle est là sur le plateau pour nous accompagner. Vous êtes infectiologue, docteur Maïmou. Oumaïma. Et ensuite, nous avons un monsieur, puisque nous sommes gentils, nous les femmes. Regarde comment on est. On s'est dit, mais on ne vit pas sur cette planète, il y a des hommes qui sont avec nous. Donc, on vous fait l'honneur d'être parmi ces femmes. Bonjour. Bonjour. Un nom plutôt stylé. Jordi Cruz. Et vous, tantôt, on reviendra pour parler des fossiles. Avant de revenir sur ce plateau avec nos invités, on va suivre le portrait qui est dressé ici par Déon Roland. Maria Mayombila, un nom, un visage, une icône. Promotrice et défenseur de la culture tchadienne, cette battante continue de marquer son histoire dans le domaine des arts et de la culture. De l'Algérie en Afrique du Sud et du Sénégal au Soudan, Maria Mayombila, ou Fifi la Belle, de son nom de journaliste, a sillonné l'Afrique entière grâce à ses œuvres artistiques. Passion du ballet Irifé au festival Tizi Ouzou en Algérie. La première année, nous sommes allés jusqu'au Burkina pour avoir l'avion et arriver. La deuxième année, quand on était invité, là on avait la chance d'avoir RAM et nous sommes allés par la RAM. Abdoulaye est un danseur du ballet Irifé, il est témoin de tous ces patrimoines de l'Algérie. Donc tous ces trophées, c'est pour la danse. Diplôme d'honneur au ballet Irifé, les cinquantenaires. Ici aussi, c'est le diplôme d'honneur au ballet Irifé. Et là aussi, c'est la 7e édition où nous avons remporté le prix de 3 étoiles à Tizi Ouzou, en Algérie. Après ça, c'est le ballet Irifé qui a reçu le prix de Dari Awards en danse. Donc, ils ont été primés, je crois, c'est en 2018. Donc, ils ont reçu ce premier prix en danse. Là, c'est les amis AFA, de l'AFA, c'est-à-dire la Fédération africaine des artistes, qui m'ont confié ces trophées pour donner acquis de droit. Donc, ça vient de la Côte d'Ivoire. Et là, c'est le trophée de Sénafet en art 2018 que j'avais initié. C'était la 2e édition de Sénafet en art. Donc, tous ces trophées représentent les artistes africains réunis en siège à Abidjan. Les 2 trophées, c'est le Tiwara. Le Tiwara, j'ai reçu le premier prix Tiwara quand j'étais à l'université d'été à Bamako au Mali. Et là, c'est le second trophée que j'ai reçu quand on était en réseau OCRE, organisation culturelle des réseaux des entrepreneurs, que j'ai reçu le 2e Tiwara. Là, c'est la COPA, ça vient du Togo, de Lomé.
un émissaire était envoyé spécialement au cours du festival FETA pour nous décorer. Il y avait moi, Vangda et Massengar Jonas. Ici, c'est l'atelier théâtre burkinabé. Vous savez, tous ces trophées que vous voyez, c'est le Burkina qui m'a discerné parce que de 1994 jusqu'à 2000, je participais avec des groupes tchadiens à Ouagadougou, au Burkina Faso, à l'atelier théâtre. Ici, c'est le festival Abouga du Soudan. Nous étions partis présenter la maison de Bernarda et nous avons été décorés. On a reçu ces médailles avec toute la compagnie. On était 12 femmes et on a joué la maison de Bernarda et on a reçu ce trophée. Là, c'est mon diplôme d'honneur au festival de Tizi Ouzou parce que j'avais présenté une communication sur les danses traditionnelles du Tchad et les danses modernes. Et surtout, j'avais mis en exergue la danse gourna qui se danse entre les Massa du Tchad, du Cameroun. Et j'avais fait le rapprochement de ces deux danses-là, de cette danse qui se dansait dans les deux pays. Connue sur le plan national qu'international, Mariam Mayombila fait partie de ces femmes qui, à travers leur métier, apportent quelque chose de nouveau dans la société. La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié, dit-on. Il faut qu'on permette à la nouvelle génération de connaître qui nous sommes. Avant qu'on se pose la question à Dari Festival de qui nous sommes, il faut qu'on permette aux gens de reconnaître leur identité. Qu'on donne l'opportunité et les moyens aux artistes d'imposer cette identité. L'identité culturelle s'impose, comme la paix aussi s'impose. Houphouët-Boigny disait que la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Moi, je crois que l'identité culturelle n'est pas un mot. L'identité culturelle est une action posée, positive, qui se consomme au fil des jours. Si demain, quelqu'un dit Mariam était habillée comme une Malienne ou une Ivoirienne, mais c'est parce que je n'ai pas mon identité. Si je me mets comme la vieille maman Sarakaba en feuille, et je mets quelque chose qui ne permet pas aux gens de m'aborder, je ne dirais pas que c'est mon identité. Véritable femme battante, Mariam reste et restera une figure emblématique de la culture tchadienne. La culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Je retiens ça de vous. Bien sûr. Bien sûr, la culture, c'est ce qui reste, c'est ce qu'il y a de plus cher. Oui. Il y avait récemment une conférence sur la musique à Almouna où j'ai été modératrice et les gens disaient que l'hymne national est l'identité culturelle tchadienne. J'ai dit, je suis désolé, chaque pays a son hymne, mais l'hymne n'est pas une identité. Il faut que les Tchadiens cherchent leur identité culturelle. On ne force pas quelqu'un à avoir une identité. L'identité s'impose. Quand vous arrivez au Burkina, aujourd'hui, tout Burkinabé est fier de porter le Faso Fani. Et tout Congolais est fier de porter Abakos. Oui. Donc pourquoi nous, les Tchadiens, nous ne pouvons pas être fiers d'avoir une identité culturelle nationale qui doit être connue? Peut-être portons la marque de Toumaï, hein, parce que Toumaï doit être connu au-delà de nos frontières. Toumaï est la marque du Tchad, mais nous-mêmes, nous ne consommons pas Toumaï, ni sur nos habillements, ni sur nos manières de vivre, sur nos créations. On dirait que les gens ne créent pas pour promouvoir leur identité. Il faut vraiment donner un statut à l'artiste pour lui permettre d'être dans le professionnalisme et pouvoir maintenant s'exprimer et imposer l'identité au peuple. Tout à fait. Voilà. En revoyant toutes ces images, ça vous parle? C'est toute une histoire derrière, et moi quand je regarde ces trophées... c'est des générations. C'est des générations. Moi j'ai au-delà de 40 ans après moi hein, dans le parcours artistique et culturel. Que le pont culturel soit jeté entre le Tchad et l'Afrique de l'Ouest, c'était par moi. Que le pont soit jeté entre le Tchad et l'Afrique centrale, on est allé par la route jusqu'en Centrafrique, jusqu'au Congo-Brazza. On a traversé le beach par Bakebo pour aller jusqu'en RDC. On est allé jusqu'en Côte d'Ivoire par la route plus de 5 fois. Donc c'est toute une histoire. Et moi, si j'ai fait ça, c'est pour que les autres héritent. Et je suis en train de voir certains qui sont en train de suivre le pas, tels que Vangdar est en train vraiment de suivre les pas. Et je ne sais pas s'il y a d'autres, mais il y a des jeunes femmes qui sont là en train de se battre, qui veulent elles aussi passer leur marque. Mais on se demande de nos jours,
depuis que l'avènement après la mort du feu maréchal Déby, on n'entend plus les artistes, on appelle les forces vives, on appelle les partis politiques, on appelle tout le monde, mais on ne sait pas où classer les artistes. On appelle les handicapés, on appelle les femmes. Mais où classer les artistes? La société civile... qu'on vous appelle? Non, on se bat, on est parti, on a écrit, on a rencontré le président, on a rencontré aussi le PM, et on n'est toujours pas situé dans ce qui se passe, comme au dernier forum inclusif. Moi, j'étais partenaire, j'étais parmi les artistes qui ont été désignés, mais aucune ligne ne parle de la culture au Tchad, où on est dissimulé dans la jeunesse, ou dans le sport, ou dans les femmes, mais aucune ligne, aucun texte, aucun thème, aucun axe ne s'est penché sur la culture. Et j'espère que cette fois-ci, le message passera et que le message est déjà passé. À côté, vous avez notre sociologue qui est là. J'ai l'impression qu'on est ébahi là, après avoir regardé le portrait. Fascinant quand même, très fascinant. On est contents ici tous parce que ça fait quand même un certain âge. Vous êtes là en face de nous et là, vous faites face à la jeunesse. Tout à fait. Quand je comprends ce que Madame Mariam vient d'expliquer tout à l'heure, moi dans le milieu culturel, je dis que la femme n'a pas sa place totalement. Comme d'abord, j'ai pris l'exemple des pays comme la Côte d'Ivoire, tout à l'heure, que les gens portaient leur masque pour exprimer maintenant la culture de leur pays. Ici au Tchad, le Toumaï, je ne sais pas, le Toumaï a disparu, si moi je comprends bien dans ces peut-être. Aujourd'hui même dans un symposium national, quand on veut dire que la femme est capable de créer ou de prendre certaines décisions, certaines femmes se lèvent pour dire non, tant que ton mari ne donne pas son accord, tu ne peux pas dire ça. Je leur ai dit, eh bien dis donc, comment voulez-vous qu'on soit émancipé? Docteur, je sens que vous avez envie de dire quelque chose. Bah ouais, vraiment, je vais sauter sur ce que soyez gentil, quoi. Je peux pas. Ah, désolée, je peux pas être gentille. Je vais sauter sur ce que Mme Mayamboula a dit. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, moi aussi, qui me fait tomber des nues. Quand les femmes même combattent les autres femmes pour exprimer c'est fréquent, oui, c'est très fort pour exprimer leur point de vue. Et moi, ça, je pense que ça aussi, c'est l'espèce de bulle qu'on a essayé de nous mettre. Déjà, moi, quand j'entends que non, on va donner 30% aux femmes, elles crient. 50% elles font des you-you-you, toutes contentes parce qu'on leur accorde. Ils n'ont pas à nous accorder de la place. Et c'est sa place, on la mérite. On doit être considéré au même titre que les hommes. On n'a pas à dire qu'on va donner 30, 40, 50. Non, on a la capacité, même au-delà, on a la capacité. Et là, moi, juste pour revenir sur la santé, à l'hôpital provincial de Farsha, les personnels qui sont là-bas est composé, excusez-moi, à plus de 50%, je dirais même peut-être 60% de femmes. Entre médecins, infirmières, aides-soignantes. Et la prise en charge des patients Covid à l'hôpital provincial de Farsha est faite essentiellement par des femmes. Mais qui parle de cette femme-là? Est-ce qu'on a accordé les 30, les 40, les 50%? Non, elles ont fait les études au même titre que les hommes. Et puis elles sont devenues infirmières, elles sont devenues docteurs, aides-soignantes. Et là, elles prennent en charge les patients mieux que les hommes. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec Mme Mayamboula quand elle dit que certaines femmes, elles aussi, elles combattent les autres quand on leur demande d'exprimer leur point de vue. Mais ça aussi, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on les a formatés, on les a mis dans une espèce de bulle où vous devrez avoir qu'une place. Moi, je pense qu'on n'a pas un certain nombre. La place de la femme ne doit pas être limitée à un chiffre de 30, 40 ou 50. La femme, elle doit être traitée au même titre qu'un homme. Si elle doit accéder à un poste, ben elle accède au même titre que l'homme. C'est pas parce qu'il y a 30% de femmes que non, c'est saturé, on va prendre plus des hommes. Ah non, je suis désolée. Je suis désolée vraiment. On doit se battre, hein. On doit se battre pour mériter cette place. Georges dit. Ce que la maman vient de dire là, elle a parfaitement raison. C'est pas logique. Et ça, c'est dans l'Antiquité. Mais de nos jours actuels, ce n'est pas la même chose. Surtout les femmes. Si elles sont soudées, elles sont d'accord, elles vont aller devant. Si elles ne sont pas, voilà, on est là, vous êtes là. Je donne un exemple, vous êtes là. On a décidé de faire un truc. Si la majorité n'est pas d'accord, est-ce que les choses vont avancer? Vont aller de devant? Non. De toutes les façons, il faut être solidaire. Il faut être solidaire, voilà. Il faut être solidaire. Oui, la solidarité. S'il n'y a pas la solidarité, bon, ça ne va pas marcher. La société ne va plus avancer, ne va plus aller de devant.
D'accord. Merci Jordi pour le message de l'homme qui est avec nous ce matin. Nous allons passer à la seconde rubrique santé, où Taroum nous amène dans un centre de santé où nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'infection urinaire. L'infection urinaire chez la femme est souvent cause de diverses interrogations. Pourtant, la maladie est aussi réelle chez la femme. Les infections urinaires se traduisent par des infections de la sphère urinaire, c'est-à-dire les infections de la vessie, les infections de l'urètre, les infections des urétères et les infections des reins. Donc toute la sphère urologique est attaquée. C'est ce qu'on appelle les infections urinaires. Mais les infections peuvent se situer à différents niveaux. Et avec les complications, ça peut aller à tous ces niveaux-là. Comment reconnaître que la femme a une infection urinaire? C'est que la femme va aller de temps en temps aux toilettes. Elle est partie pisser, elle revient, elle s'assoit quelque temps encore, elle a envie d'aller pisser. Donc on appelle une miction impérieuse. Donc la femme va avoir... Et pourtant elle va pisser, mais ça sort en petite quantité. Elle revient, ça signe déjà qu'elle a une infection urinaire. Soit les urines sont chaudes, soit il y a du sang, soit elle a mal au ventre. Elle a mal au ventre parce que en allant pisser, elle a toujours mal. Parfois, elle sort même du sang. Parce que si les infections urinaires passent de la vessie au niveau du rein, c'est les complications, donc ça peut aller toucher les reins. En ce moment-là, vous pouvez uriner avec du sang. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. À travers des gestes simples, les femmes peuvent éviter cette maladie. Il faut également être très propre. En tout cas, votre dessus doit être vraiment très propre. Donc votre slip doit laver correctement. Et surtout, comme vous le savez, la femme elle fait la toilette intime sans laver les mains avec du savon ni l'eau de javel. Et ceci est source de milliers de microbes qui vont contaminer la sphère génitale. Pourquoi c'est très fréquent chez les femmes? C'est dû au fait que le mia urinaire est en contiguïté avec l'anus. Lorsque une femme fait pipi, par exemple, ça coule, ça va à l'anus. Et lorsque la femme fait les caca, c'est en contiguïté avec l'urètre, ce qui fait que la contagion est très rapide chez la femme. Selon le médecin, la transmission de l'infection urinaire n'est possible que par l'homme. L'inverse serait impossible. Si l'homme a une infection urinaire et qu'il fait le rapport sexuel avec sa femme, la femme va avoir une contamination génitale, c'est-à-dire vaginale. Et comme je vous ai dit, le vagin et l'anus et le méa urinaire sont en contiguïté, donc sont en des rapports très proches. Il y a cette possibilité de contamination. Mais une femme, par exemple, qui a une infection urinaire, et si elle est propre, elle ne peut pas contaminer un homme. Parce que ça passe par la sphère vénale. Ce n'est pas la sphère vaginale. L'homme est contaminé que si les microbes existent dans le vagin parce qu'il fait le rapport sexuel. Mais la vessie n'a pas de rapport avec le vagin. Comme toute autre maladie, les conséquences pourraient être dangereuses si la victime traîne à se faire soigner. Voilà, docteur, on y est là. Infection urinaire. Alors, donc, comme l'a dit mon collègue, je ne veux pas revenir sur la définition de l'infection urinaire et tout. Donc, alors, les infections urinaires, c'est vrai qu'elles sont très fréquentes chez les femmes, oui, comme ce qu'il a dit très bien, à cause du fait que l'urètre, il est plus court chez la femme que chez l'homme, et puis à cause de la continuité avec l'orifice anal. Cependant, il y a certains facteurs qui favorisent la survenue de ces infections urinaires et qui survenissent aussi le fait qu'elles soient répétitives, donc récidives des infections urinaires. Ces facteurs, donc on a le fait que certaines femmes, si on ne boit pas suffisamment d'eau, on a la grossesse, la ménopause, oui,
Et puis, si par exemple la femme elle est constipée, elle a une constipation chronique, et puis ou soit si elle fait la diarrhée. Après, ça c'est d'une manière générale. Il y a d'autres facteurs locaux qui peuvent aussi favoriser la survenue d'infections urinaires chez la femme. Alors, moi personnellement, je conseille toujours aux femmes, quand vous vous nettoyez, essayez toujours de vous nettoyer de l'arrière, de l'avant vers l'arrière. Et jamais le contraire. Parce que si on le fait, le contraire, on ramène les bactéries, parce que ces bactéries, ils sont plus fréquentes au niveau de l'intestin. Donc avec les selles au niveau de l'anus, donc on a ces bactéries qui sont fréquentes. Donc quand on se nettoie et qu'on fait plutôt de l'arrière vers l'avant, on ramène ces bactéries au niveau du méa urinaire. Et effectivement, dans ce cas, la femme, elle peut faire des infections urinaires. D'accord. Bon, juste à côté de vous, vous avez rencontré déjà des femmes, vous parlez de ces genres de maladies? Non. Si ce n'est pas ta femme, quelle est la femme qui va te parler de son infection urinaire? À moins qu'il ait une femme. Sa sœur peut-être? Non, c'est des choses qui dans notre société sont vraiment très intimes et qui ne se parlent qu'entre femmes ou bien entre mari et femme ou femme-mari. Ça ne peut pas se parler avec un frère ou un parent comme ça. Moi, je crois que les infections urinaires créent beaucoup de problèmes de séparation entre les couples aussi. Oui, ça arrive parfois. Non, beaucoup de cas. Donc, quand c'est la femme qui décèle avant, l'homme l'accuse d'avoir contracté cette maladie ailleurs. Quand c'est l'homme, la femme dit tu as contracté ça ailleurs pour m'amener. Donc, les médecins en savent quelque chose. Le docteur doit nous en parler. Oui, effectivement, il faut faire cette nuance. Il faut faire cette nuance entre l'infection urinaire et l'infection génitale. C'est vraiment différent. Mais généralement, les gens, ils confondent. Ils pensent que l'infection urinaire, c'est automatiquement une infection génitale. Les infections génitales sont généralement sexuellement transmissibles, alors que les infections urinaires, non. Donc on a vu effectivement quels sont les facteurs qui peuvent faire survenir l'infection urinaire. Et comme ce qu'elle dit, c'est tellement vrai, généralement les femmes, même les hommes, parce que les hommes, quand ils viennent à la consultation, quand ils disent, voilà, j'ai des douleurs, ça commence déjà au niveau de du ventre, après quand on examine, ça descend, voilà. C'est jamais facile de dire que j'ai une infection urinaire, que ce soit pour les hommes ou soit même pour les femmes. Et généralement, les gens, ils n'en parlent pas parce qu'il y a cette confusion. On pense que quand on a une infection urinaire, ça veut dire qu'on a une infection génitale. Alors que c'est transmissible. Et que c'est transmissible, alors que non. Les infections génitales sont sexuellement transmissibles. Les infections urinaires, eux, ils ont d'autres facteurs de survie. Tout à fait. Et tout ce qui concerne la santé, il vaut mieux en parler parce que tu en souffres. Tu vas cacher parce que tu te dis, parce que tu as juste un conjoint, je pense que tu vas mourir là avec ton conjoint et tu ne seras jamais guéri. Et docteur, qu'est-ce qu'il y a d'origine? Les infections urinaires. Alors, comme ce que j'ai dit, les infections urinaires, généralement, elles sont d'origine bactérienne. Et les bactéries, elles surviennent parce que, comme je viens de l'expliquer, je ne vais pas faire le dessin, mais je pense que voilà, le méa urinaire chez la femme, donc on a le méa urinaire, le vagin et puis l'anus. Donc et le méa urinaire, il est court. Donc cette proximité du méa urinaire avec l'anus, c'est ça qui favorise où on a généralement ces infections urinaires, elles sont plus expressives chez la femme à cause de cette continuité. Les hommes aussi, ils ont leur infection urinaire. Tout à fait. Voilà. Et les facteurs, c'est ce que je viens de citer, tels que la constipation, le fait de ne pas boire beaucoup d'eau, parce que quand on boit, on urine souvent, on évacue, et puis effectivement, là, on n'a pas cette urine qui stagne, parce que c'est la stagnation de l'urine qui fait à ce qu'il y a prolifération de ces bactéries. Et c'est pas contagieux? Alors, les infections urinaires, non. Les infections, il y a une infection parce que des fois on peut avoir une infection urogénitale qui est due à une bactérie qui a un tropisme aussi pour les organes génitaux. Dans ce cas, oui. Mais les infections urinaires proprement dites, elles ne sont pas transmissibles. Parce que c'est une bactérie, nous tous on a ces bactéries, il y a E. coli, bon je ne veux pas citer les noms sinon, et ces bactéries, nous tous on les a. Et si des fois effectivement on ne respecte pas certaines choses, elles peuvent survenir ces infections urinaires. Tout à fait. Et parfois quand on se retrouve avec la couleur de l'urine qui devient jaunâtre, est-ce que c'est dû à cette infection? Alors avec l'infection urinaire, l'urine c'est plutôt fétide, il y a l'odeur qui est très fétide, et des fois l'urine, il peut changer d'aspect, ça veut dire qu'il devient lourd. Là, ce que vous dites, j'imagine, c'est plutôt les urines qui sont concentrées.
Exactement. Et les urines concentrées, généralement, c'est quand on ne boit pas suffisamment d'eau. D'accord. Donc, quand on ne boit pas suffisamment d'eau, et tout ça, ce sont des précurseurs de la survenue de l'infection urinaire. D'accord. Alors, nous allons passer à notre troisième rubrique, style de vie. Les femmes sont rarement satisfaites de ce que la nature leur donne. Pour s'embellir, tous les moyens sont bons pour modifier son apparence. Ainsi, pour avoir les yeux revolver comme l'a chanté Joe Dassin, certaines optent pour les faux cils. À la question de savoir pourquoi les femmes portent-elles les faux cils, les réponses sont variées et souvent moins convaincantes. Certaines vous diront qu'elles en portent parce que leurs cils ne sont pas assez denses ou ne sont pas assez longs. D'autres estiment que cela rajoute une touche particulière à la beauté de la femme. Une dernière catégorie pense que les faux cils permettent tout simplement d'agrandir le regard. Ça ne fait pas mal? Non? C'est joli. Dites-moi, la première fois que vous avez posé ça, comment vous vous êtes senti? Bon, ça me gênait un peu et après, avec l'habitude de tout, ça passait. Ouais. Vous êtes à l'aise là-dedans? Très à l'aise même. Cette recherche de la parfaite beauté comporte certainement des risques. Ça là, c'est léger. Et quand tu mets, ça ne se voit pas quoi. Ça ne se sent pas que voilà, tu as posé les faux cils. Et ça, c'est le naturel. Oui, ça c'est le naturel. Et les synthétiques, par contre, quand tu mets, la personne va savoir, veut ou pas, on va savoir que voilà, tu as mis quelque chose qui ne vient pas de toi naturellement quoi. Certains documents attestent que les faux cils ne doivent pas être portés au-delà de 24 heures. Or, en N'Djamena, les faux cils sont portés au-delà d'une semaine. Quelles que soient les raisons, les yeux constituent un élément vital de l'être humain et les femmes ont tout intérêt à les garder précieusement. À bon entendeur, salut. Retour sur le plateau de votre émission Nous les femmes, ensemble pour parler des sujets qui nous parlent et qui vous parlent aussi ce matin. Jeff, ça va? Oui, ça va. Ça va. C'est pas facile, hein? Vraiment. Ça vous fait pas parfois peur que les femmes là, il y a un truc qui les passe par les yeux comme ça? Bon, c'est un truc que moi je suis habitué à le faire. Oui. Donc j'ai le maîtrise. Je maîtrise bien mon boulot et je sais comment placer. Si tu n'es pas habitué, je vais te dire non. Moi je refuse parfois de le faire. Oui. Parce que c'est un peu risquant. Pas un peu, mais c'est risquant. Quand la cour la touche tes yeux là, tu auras un problème. Oui. Et tu peux perdre tes yeux comme ça. Moi je dis non. Si tu n'es pas habitué, bon, je dis non. C'est pas que voilà, je fais pour gagner de l'argent, non, non. Si tu n'es pas habitué, je refuse. Je ne te place pas. Bon, si c'est ton vœu, tu insistes, je vais le faire aussi. Bien sûr, chacun fait son boulot. Ouais. De plus en plus, les femmes s'intéressent à cela. Oui, beaucoup. Oui. Surtout les filles de nos jours. Oui. Beaucoup. Je voudrais savoir si vous avez étudié dans ce domaine. Oui, j'ai été formé. Sur le tas ou bien dans une école spécialisée où tu connais la forme des yeux, tu connais les genres de cils, de l'œil, tout ça pour mettre ça. Oui, bon, les cils là viennent par les numéros. Oui. Tu vois, non? T'as dit il y a des plus longs, plus longs, moyens, plus courts. Les courts. Les moyens courts, oui. Moi j'ai une nièce qui a fait ça, qui a pleuré toute la nuit et j'ai lavé pour tout enlever. Bon, des fois c'est la colle. Des fois c'est la colle. C'est ce que je viens de dire ici. Comment ça s'est passé? Chania peut-être va nous raconter la petite histoire. Oui. Moi d'habitude, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de trucs. D'abord j'ai peur de le faire. Mais j'ai vu une amie qui l'a fait le jour de son mariage. Le lendemain matin, quand elle s'est levée, oui, les deux yeux étaient déjà fermés. Arrivé à l'hôpital, c'était déjà irrécupérable. Peut-être c'est la colle. On va considérer ça comme un accident de travail. Un accident de travail. Non. Un accident, c'est un truc
Involontaire. Bon, on a la chance d'avoir docteur à côté. Hein. Je suis sûre qu'elle est contre. Ben oui, je suis contre. Mais pour le côté esthétique, on va se mettre d'accord. Voilà, on va se mettre pour le côté esthétique. Donc, ce que je peux faire, c'est donner peut-être des conseils pour éviter qu'il y ait des infections. Il faut déjà porter les gants. Parce que, comme ce que j'ai vu ici, apparemment, vous soulevez la paupière supérieure et vous mettez la colle à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Je pense que ça, il n'y a pas plus dangereux que ça. Est-ce que, comme elle avait dit, il n'y a pas autre moyen de le mettre plutôt à l'extérieur, c'est-à-dire juste au niveau de la peau, vous mettez la colle juste en dessous et puis vous collez. C'est ça que je dis, non, ça dépend de la qualité de cils, c'est différent. Parfois, il y a ce qui vient directement, on colle, on met ici, on met à l'extérieur, et ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, ça dépend de la clientèle. Si tu amènes ton truc, tu dis, voilà, je veux ça, moi je te fais. Donc, c'est différent. D'accord, ok. Et puis la colle, parce que là, c'est effectivement les accidents dus à l'utilisation de ces colles, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Moi, j'en ai vu des gens, heureusement, ils n'ont pas perdu l'œil, mais elle avait quand même eu des infections qui étaient assez sévères. Et ça, oui, il y a certaines où il y a la colle, elle colle carrément l'œil. Et donc, du coup, elle n'arrive pas à ouvrir complètement. Bon, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, il faut être très fin dans le choix de vos produits. Peut-être, oui. Et puis, il ne faut pas prendre des produits qui ne sont pas homologués, ou qui ne sont pas certifiés, adaptés. Oui, mais justement, une fois, moi, j'ai vu avec un super glue, qui dit, mais attends. Tout ça, ça enlève l'ongle. Voilà, c'est ça. La beauté, là, ce que Dieu t'a donné, là, ça suffit. Normalement, tu peux mettre les crayons, mais aller jusqu'à mettre la colle, c'est pas bien. Pour les ongles, c'est pas la même chose avec l'autre, là. Celui de 100 francs, là. C'est différent. Mais c'est avec 100 francs qu'on fait maintenant. On voit beaucoup, c'est super. C'est différent, maman. C'est 100 francs que moi, je vois les gens font. Non, c'est différent. Surtout les jeunes garçons qui marchent comme ça dans les rues, là. C'est super glue, 100 francs. Et ils mettent, prennent l'autre pour les yeux. C'est pas bon. Nos clients veulent les choses moins chères. C'est ça. Quand tu pars au salon, tu vois, les prix sont différents. Au salon, là, on te fait un truc bien, avec les bons produits. Je vois comment Jordi essaie de convaincre. C'est différent, maman. C'est différent. Mais vous pouvez refuser. Quand vous voyez qu'un produit qui n'est pas bien, vous pouvez refuser. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez fait la formation, vous pouvez avoir des produits qui sont bien et les proposer. Et refuser quand un produit, quand une femme vient avec un super glue, j'imagine que vous allez poser. Non. Si elle paye 10 000. Surtout pour les cils, là, on laisse les colles originales qui arrivent avec là. On dit que ça colle pas bien. Ça colle pas bien, ça, c'est 2 jours. Donc, ils vont chercher leur colle. C'est vrai. Comment tes yeux ne vont pas partir? Il faut éviter. Il faut déconseiller les femmes. La dame est en train de vous attaquer là. Moi, je pense que ce truc, moi, je l'ai essayé quand même une fois. Je pense que c'était... J'avais un mariage dans la famille, comme toutes les jeunes femmes. On le met toujours. Mais j'ai pas pu fermer les yeux. Pourquoi? Parce que je sentais un truc d'étrange sur moi. J'ai passé toute la nuit à battre mes yeux comme ça. Après, j'ai pris l'eau dans la bassine. Ça dit, je foutais toute ma figure. Je l'ai enlevé, quoi. Parce qu'en fait, c'est l'habitude. Mais celles qui sont habituées, elles s'y sentent, mais super bien. On ne peut pas empêcher, c'est la beauté. Donc, à chacun son choix, mais faites attention à la santé. Voilà le message peut-être. Oui. Docteur. Oui. Ouais. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez essayé une fois déjà? Jamais. Jamais. Pas encore. Moi, j'ai essayé. Et je ne pense pas. La pièce que vous avez vue, Bernard Dalle. Ils m'ont mis ça. J'ai pas dormi. Le lendemain, justement, c'est ça. C'est que je dois jouer Bernard Dalle avec faux cils ou vrais cils. Je joue avec mes vrais cils. Plus jamais je n'ai mis des cils aux yeux. Parce que ça ne change rien. C'est le texte que je dois rendre. Et c'est pas les cils, les faux cils là qui vont te rendre belle toute ta vie. Tu peux faire pour un mariage, pour charmer un homme, mais le lendemain, si tu n'en as plus là, l'homme là peut partir. Donc il y a des beautés là. Il faut pas trop faire pour te faire du mal. Celle qui a perdu ses yeux après le mariage, va-t-elle être divorcée ou l'homme va le garder aveugle? Elle est avec lui. Malgré lui, il va chercher d'autres femmes qui voient. Parce que ce qu'il fait avec elle quand elle voit, c'est différent de ce qu'elle fait quand elle ne voit pas. Moi, je crois qu'il faut que les jeunes choisissent ce qui les arrange. Il ne faut pas vraiment faire parce que l'autre fait et je dois ressembler à l'autre. Moi, je ne peux pas, peut-être à cet âge, encore mettre des perruques comme vous. Peut-être pour faire le théâtre, oui. Mais faire comme ça dans la vie naturelle, je ne peux pas. Je prends un foulard, j'enroule la tête et je reste. Je ne peux pas être comme Magie.
C'est pas possible à cet âge. Je l'ai fait par le passé quand j'étais Pupu ma belle, mais aujourd'hui je ne le fais plus. Il faut que les gens aussi comprennent que c'est l'âge qui joue. Vous n'êtes plus Pupu ma belle? Je suis, mais ex-Pupu ma belle. Oui, donc... c'est ça le changement des époques. Voilà. C'est un vent et il faut savoir l'accepter. Ouais. Quand tu dois leur faire ça, dis les filles, attendez, quand vous allez être directrice, ministre, vous aurez beaucoup d'argent. Venez, je vous fais l'original, ce qui est bien. Mais tant que vous n'en avez pas, n'allez pas acheter les super glue là pour avoir des ongles comme les Américains et après vous perdez votre doigt. C'est pas bien. Moi, je crois que vous êtes des conseillers. Il faut conseiller les femmes. Les hommes ne font pas ça. Nos hommes, ils se taillent les cheveux. Une fois fait, c'est tout, les ongles un peu. Mais pourquoi les hommes ne font pas les fossiles, les piercings, tout ça? C'est pas bien. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter de faire avec la jeunesse pour aider la jeunesse à avancer selon son identité. Vive la jeunesse. Ouais. Nous allons passer à la dernière rubrique. Entre nous, nous aurons des opinions assez diverses, peut-être sur la question de la polygamie. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? La polygamie, pour moi, n'est pas une très bonne solution. Pourquoi? Parce que avoir plusieurs femmes ne permet pas de faire fonctionner le foyer normalement. Quand un homme a plusieurs épouses, il ne peut pas s'occuper de toutes ces femmes dans les circonstances très agréables. Pourquoi? Parce que quand la première dérange, il va chez la deuxième. Et quand la deuxième dérange, parfois il y a d'autres comme 4 femmes, ils vont chez la troisième. Et pendant qu'ils vont chez d'autres, la première et les deuxièmes peut-être souffrent. C'est la raison pour laquelle c'est bon d'épouser une seule femme. Avec ça, il y aura la fidélité et elles seront tellement intimes et tout va bien fonctionner. Moi j'ai un exemple sur ma maman en fait. Ils étaient très proches avec mon papa, mais quand mon papa a commencé à avoir des enfants, cela est devenu un problème dans la famille et j'ai très mal vécu cet instant-là. Donc je suis contre la polygamie. Dans un foyer là, sans polygamie là, je crois que ça ne sera pas, donc ça ne peut pas coller. Donc la polygamie existe bel et bien. Donc un homme est appelé à faire 4, même plus. Moi j'ai senti la polygamie, puisque le père, souvent à un temps donné, il divorce avec la selle et il reste avec la selle. Bon, celle qu'elle était abandonnée, souvent ses enfants aussi seront abandonnés. Et il laisse avec la conjointe qu'elle est là. Il va rester, il occupe avec ses enfants et il laisse les autres. Dieu a créé l'homme unique et il lui a fait aussi une femme. Donc pour nous pensons que si Dieu favorisait la polygamie, il allait créer plusieurs femmes à Adam. Je ne pouvais pas expliquer les conséquences parce que vous connaissez déjà par rapport à un foyer polygame. Donc on ne peut pas partager l'amour en deux. Tu ne peux pas aimer 2 personnes à la fois et que l'amour puisse être au même niveau. Là c'est impossible. Moi là je pratique la polygamie. J'ai 2 femmes et je suis fier de l'être parce que depuis le temps de nos aïeux, les gens pratiquaient la polygamie, il n'y avait pas de problème. Sauf que de nos jours, la polygamie ne réussit pas parce que les gens aiment trop faire le Congo, ça et là. Sinon, la polygamie réussit. Moi, j'en ai vu sur mon propre père. Mon père a 3 femmes, mais c'est réussi. C'est après son décès que, bon, il y a eu un peu de machin. Mais sinon, en son temps, tout est réussi. Moi, j'aime la polygamie parce que j'aime à ce que les femmes se battent pour moi. Surtout la place que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné une place d'honneur. La femme a été créée pour la gloire de l'homme. Donc j'estime heureux pour que les femmes se battent pour moi. Nous les femmes, on est plus nombreux que les hommes. Et si on laisse seulement que les femmes prennent seulement une seule femme et puis ils restent avec, c'est pas sérieux. Mais les autres, ils vont souffrir. Donc il vaut mieux que moi je conseille aux hommes de prendre 5-6 même pour libérer les femmes. Les gens qui sont là, ils se prostituent parce qu'ils n'ont pas de mari. Si les hommes réellement sont là dans ce pays, il faut qu'ils prennent des femmes un peu. Sinon il y a des filles qui sont là. Il y a des filles qui sont là, ils font des enfants 4-5 et ils ne trouvent pas quelqu'un qui les prenne. Donc moi je vois comme ça, c'est un peu lamentable. Donc je demande à mes soeurs d'écouter ça et puis de laisser leur mari aussi. Eux-mêmes, ils vont proposer ça à leur mari. Non, parce que moi j'ai mes soeurs qui sont là et puis ils n'ont rien. Donc il faut qu'elles viennent rester à côté de moi. Parce qu'il y a des femmes qui sont là, ils ne conçoivent pas des enfants. Mais ils veulent seulement rester avec leur mari, mais c'est pas possible. Faut que j'aspire un grand coup. Il y a une Karoma, elle dit qu'on est ingrate. Est-ce qu'on est ingrate? On peut être pour ou contre. Est-ce qu'on est ingrate? On doit accepter l'autre. On est méchante aussi parce qu'on n'accepte pas que les maris prennent une seconde épouse.
Pour moi, je ne vais pas encourager mon mari à prendre une seconde épouse, mais si tu prends, tu me mets face à un fait, et puis voilà, mais je ne suis pas ingrate. Mais je vais le militer en tout cas, pour qu'il n'y ait pas une deuxième. Vous avez un message? Notre entrepreneur culturel, Mariam Mouiboula. Je dirais que la polygamie dans la société traditionnelle avait sa raison d'exister. Parce que c'était de la main-d'œuvre que les parents cherchaient pour les aider dans les grands champs, pour les permettre de beaucoup récolter. Tout ça, on avait besoin de la main-d'œuvre et c'est ce qui faisait que la polygamie avait sa raison. Mais de nos jours, où la vie coûte cher, où tout est modernisé, est-ce qu'un homme, tu n'as pas de moyens, est-ce que tu dois avoir 2, 3 femmes parce que l'homme doit avoir 3, 4 femmes comme dit le Coran? Non, on dit que même si tu dois avoir 4 femmes, il faut que tu sois juste et que tu leur donnes à part égale tout ce que tu dois partager, même le sentiment. Or, de nos jours, les jeunes n'arrivent pas à avoir le sentiment. Certains maris courent derrière les intérêts. Là où il y a beaucoup à manger, là où il est à l'aise, c'est là où il court, il va pour rester. Mais là où il n'en a pas, il s'équilibre. La polygamie aujourd'hui, c'est pas parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes qu'on doit encourager la polygamie. Non. Et que dirons-nous des homosexuels? Puisque nous-mêmes, on est plus nombreuses qu'eux, et eux, ils se marient entre eux déjà. On ne comprend pas. C'est là la question. On ne comprend pas ce qui se passe dans le monde actuel. Tantôt, on est nombreuses, tantôt, vous allez aussi avec les autres hommes, donc il y a un problème. Et là, ça augmente encore le taux des femmes non mariées. Moi, je crois que les gens doivent être justes avec la religion. S'il est musulman, qu'il épouse ses 4 femmes et qu'il soit juste avec cette femme et cette famille. S'il est chrétien, c'est la monogamie, donc qu'il respecte cette monogamie. C'est pas parce que mon ami Moussa ou Ahmad a 4, 5 femmes que moi aussi je dois avoir 2, 3 femmes. Une femme pour sortir, une femme pour faire des enfants à la maison et une autre pour accueillir mes parents dans le foyer. Non, je crois que c'est pas juste. Il faut que les hommes réfléchissent et qu'ils sachent pourquoi faut-il épouser 2 ou 3 femmes. Pour des raisons de santé, anciennement aussi ça se tolérait. Si la femme est malade ou elle est inapte, tout ça, l'homme peut épouser une seconde femme. Mais si ce n'est pas ces raisons et c'est par snobisme, parce que les autres ont 2, 3, moi aussi je dois avoir 2, 3 femmes, pour que depuis là on a fait des youyou sur moi, je vais épouser une autre femme pour avoir des youyou pendant que tu n'es même pas capable de satisfaire celle qui est là, qui a subi toutes les galères du monde avec toi. Souvent c'est celle qui parcourt la partie la plus dure là, qui endosse. Or, celles qui viennent après viennent pour le luxe. Quand il n'y en a pas, elles s'équilibrent, elles s'en battent. Mais toi, tu restes toujours la vieille chaussure qu'on va toujours porter quand il le faut. Au moins, ils sont nés là, au moins c'est voilà, là, donc moi je crois que la polygamie doit avoir sa raison et certains hommes, quand ils se marient à d'autres femmes, ils négligent les premières carrément. Tout à fait. Et ça, c'est un abandon qui ne dit pas son nom. Tu penses satisfaire une autre femme au détriment de l'autre, ce n'est plus la polygamie. Ça, c'est de l'injustice. L'injustice, oui. Ça, c'est de l'injustice. Tout à fait. Oui. Docteur? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas contre la polygamie. Personnellement. Sauf que, voilà, à condition que je sois la première. Waouh! Si moi la première après, elle peut venir, il n'y a pas de problème. Parce donc que c'est pour rejoindre en fait notre entrepreneur. Oui. Elle dit, vous voulez rester la vieille chaussure? Non, en fait, non, moi je ne vois pas ça comme ça. Honnêtement, je ne vois pas ça comme ça. Je ne vois pas ça comme ça, mais je me dis, vraiment, je suis médecin, je suis infectiologue, j'aime ce que je fais. Je veux continuer encore dans ma carrière, je vais être professeur. Et voilà, j'ai plein de projets du point de vue professionnel. Tout à fait. Et maintenant, je vois comment est-ce que ma carrière me prend du temps. J'ai très bien conscience de ça. Et je ne veux pas être peut-être à choisir un jour entre ma carrière ou ma famille. Donc si j'ai un homme et qu'il a une deuxième femme, ou soit même une troisième femme, bon, c'est pas grave, 2 jours d'ici, les 4 jours, moi je fais ce que je veux, je suis au travail, je me donne. Non, honnêtement, moi, franchement, c'est ça mes raisons. Donc, ce qui fait que je ne suis pas totalement contre la polygamie. Hassaniel? Je ne suis pas évidemment contre, parce que je suis d'un père polygame, et franchement, c'est un homme que j'admire beaucoup. Malgré qu'il soit polygame,
Nous les enfants, nous n'avons pas de différence entre nous. Donc je ne suis pas contre la polygamie. Il a su équilibrer les choses, votre papa? Oui, je ne suis pas contre la polygamie. Et vous n'en avez pas souffert, ni votre mère? Non. Elle est contente de sa situation? On vit tous ensemble et on n'a vraiment pas de problème. Hassani dit plutôt qu'elle préférait être, je dis, docteur, être plutôt première femme. Ouais. Vous aussi c'est pareil ou vous pouvez venir dans déjà, le luxe après? Déjà, je suis deuxième femme, donc je ne suis pas contre. Déjà, je suis une deuxième femme. Donc ah, vous êtes déjà mariée? Oui, je suis mariée. Vous êtes deuxième femme? Oui. Après vous, il y a eu une autre ou pas? Non, je suis la deuxième. Mais bon, je ne sais pas, elle viendra. Jamais 203. Il n'y a jamais 203. Quand il y a 2, il y aura 3. Ouais. Ça va venir. Et je ne serai pas contre. Je serai pas contre. Vous êtes déjà préparé pour ça? Oui. L'esprit est prêt à c'est une suite logique. D'accord. Non, moi je ne suis pas pour. Je suis contre. D'accord. Je suis contre, pourquoi? Parce que je suis victime. Mon père nous a fait des mères différentes. Et maintenant, il n'y a pas de cohésion entre nous. Donc, je ne peux pas dire oui, parce que je suis déjà victime. Tout à fait. J'ai vécu ça. Tout à fait. Donc, je suis contre. Je ne peux pas faire la même chose que mon papa a fait. J'aime ma famille. J'aime bien rester avec ma femme. Donc, si c'est elle, là, c'est elle. Jusqu'à la gare. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a subi en fait une certaine frustration de la polygamie. Oui. Donc quand on me parle de ça, ça ne me fait pas bien. Et je suis contre. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Oui. Mais vous allez choisir une femme et puis après, c'est pour aller voir dehors ou comment ça se passe? On sait comment on fonctionne un peu ici. Donc, bon, si on s'aime bien, je ne peux pas aller dehors. Ah. Ouais, non, si on ne s'aime pas, on ne peut pas être ensemble. Tu vois un peu. Et si elle respecte mes principes, et moi aussi je la respecte, et voilà, on ira plus loin. Bon, dans le cas contraire, que voilà, si ça ne marche pas, c'est là que voilà, je vais déconner un peu, mais je suis un homme. Alors, vu qu'on a une sociologue qui est là, on va prendre votre avis en tant que professionnel. Un homme qui est capable de prendre 2 à 3 femmes, c'est un homme qui... Je me dis qu'il est responsable de ses actes. D'abord, prendre une femme, c'est savoir comment s'occuper d'elle. On ne peut pas prendre l'enfant de quelqu'un. D'abord, je ne sais pas, la fille peut-être peut venir d'une famille aisée, la prendre, l'amener et la manquer de nourriture. Vous voyez? Déjà, quand un homme, il voit qu'il peut s'occuper de 2 femmes, c'est que c'est un homme qui peut s'occuper d'une famille tout entière. Il y a des hommes qui prennent une femme sans la préparer pour lui faire savoir que voilà, après toi, il va avoir une autre femme. Tu prends l'enfant, tu la mets, après tu prends une autre femme sans l'informer. Beaucoup, ça se passe. Moi, j'ai vu même dans mon propre quartier, un homme prendre une femme et enceinter une autre dehors sans informer sa femme à la maison. C'est plus tard qu'on fait venir la femme à la maison pour lui faire savoir que c'est ta co-épouse. Et ça, psychologiquement, je dis, ça joue sur la santé de la première femme. Que vraiment, la polygamie, il faut qu'on prépare la femme à la polygamie. Mais madame, je voudrais vous demander, est-ce que la polygamie, c'est seulement amener la femme chez soi et la nourrir? Non, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas être capable seulement de donner à manger et à boire à quelqu'un. C'est être capable de l'aimer et de lui donner tout. En retour, on ne peut pas vivre seulement de l'amour, madame. Non, j'ai dit en dehors de la boule, du repas dont tu parles, d'être capable de nourrir sa femme là. Il faut être capable aussi de subvenir à tous ses besoins et la combler d'amour comme elle te comble. Toi, tu es là, tu aimes l'homme là, tu dis que c'est ça ton homme. Tu l'aimes de tout ton cœur sans aimer un autre. Or, lui, il divise en 2 son amour là. Il amène quelque part, il donne. Peut-être là où il amène, il donne là, c'est plus que ce qu'il te donne en retour. Et là, est-ce que tu vas supporter? C'est là où les problèmes commencent. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui. Mais d'abord, vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous parlez que ce n'est pas seulement l'amour, n'est-ce pas? Le manger. Moi, je me dis, d'abord, tu prends une femme, tu la places là, tu fais 2-3 jours chez ta première femme, sans venir voir la seconde, sans envoyer la ration alimentaire. Je me dis, est-ce que vous pensez que l'amour seulement peut suffire? L'amour ne suffit pas, pas seulement l'amour. Mais deux fois... C'est tout un package alors, c'est tout un package, c'est-à-dire... Non, il peut être là, il peut ne pas avoir à manger, mais dans les débuts, l'amour vrai là,
sans le repas, même vous vous nourrissez de votre amour. Non, 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 vous avez besoin de la bouffe. On a envie de manger, maman. Nous, on veut manger. L'homme, s'il t'aime et qu'il vient rester avec toi et qu'il te donne son amour. Non, moi, quand je vis avec mon mari, tu ne me donnes, tu ne viens pas, tu m'envoies à manger, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant. Ouais, c'est suffisant. Ah, donc, on a plusieurs manières de voir l'amour. Voir l'amour en tant que repas, boule, et puis c'est tout là. Et plusieurs amours aussi, plusieurs manières d'apprécier aussi. Tu peux être malade et c'est parce que c'est le tour de l'autre, il reste là-bas, il ne vient pas te voir. Tu peux être en deuil, il ne peut pas venir chez toi parce que c'est le tour de l'autre femme, il ne peut pas rester avec toi. Ça, c'est des choses qui font que des fois l'amour change. Des fois, on refuse la polygamie. Parlons de règles, de vue santé. Effectivement, moi je pense que, bien évidemment, comme je disais, je ne suis pas contre la polygamie, mais elle doit être bien régie, très bien régie. Parce que moi, je fais aussi la prise en charge des patients vivant avec le VIH, et j'en ai eu pas mal des mamans, vraiment, qui malheureusement ont été testées positives. Et quand on remonte l'histoire, on nous retrouve toujours l'histoire d'un homme qui est parti prendre une deuxième, soit la troisième, et qui amène malheureusement, et généralement comme les hommes ils le font, comme l'a dit par snobing, par effet mode, parce que je veux une jeune fille, sauf que quand ils ont 50, 60 ans et qu'ils prennent une jeune fille, ben, elle est là juste pour l'argent, juste pour le confort, c'est pas parce qu'il est voilà. Et donc malheureusement, ben voilà. Donc on se retrouve avec des mamans qui sont là, qui ont donné toute leur vie à ce monsieur et elles sont récompensées de la manière la plus ingrate que possible. Donc au-delà de tout, la polygamie est difficile à vivre par la femme. Hein. Oui, au-delà de tout. Au-delà de tout. On est humain, on est une personne justement, avec. Et en plus venir rajouter ce genre de choses. Donc certes, oui, même si. Parce que dire que non, on ne veut pas la communiquer, c'est difficile pour les hommes, surtout que quand on est effectivement dans une société où carrément la religion l'a permise, dire aux hommes de ne pas être polygame, c'est tout simplement, à mon avis, il faut plutôt la recadrer. Il faut recadrer, il faut conseiller ces hommes, s'ils doivent être polygames. Effectivement, il y a le côté sentimental qui est important, il y a le côté ration alimentaire, prise en charge important, il y a aussi le choix de la femme qui est aussi très important. Et c'est tout ça, effectivement, qui peut faire à ce qu'il y ait une bonne cohésion. Et moi, la question que je voulais poser à notre sociologue, est-ce que vous pensez que la polygamie permet de stabiliser une société qui part un peu dans tous les sens? Dans tous les sens, du point de vue dépravation, du point de vue, voilà. Voilà, plein de choses, surtout les filles qui partent un peu à gauche, un peu à droite. Est-ce que vous pensez que même les enfants, et même les enfants, effectivement, et même les enfants, est-ce que vous pensez que la polygamie peut stabiliser une société? Avant de répondre à cette question, je vais prendre juste un exemple. Moi, j'ai vu une fille qui s'est mariée à un homme sans savoir que cet homme a une femme à la maison. Maintenant, le gars loue la maison à la femme. Il fait tout à cette dernière. À l'accouchement, maintenant, il fait savoir à la fille qu'elle a une femme à la maison. C'est partant de là que la famille de la jeune fille exigeait qu'il présente la dernière à sa femme à la maison. Vous voyez, il n'a pas pu faire cet acte-là. Il a laissé cacher l'existence de sa deuxième femme, si je peux me permettre ces termes. C'est plus tard, avec les difficultés de la vie, il ne pouvait pas subvenir normalement à la dernière. C'est ainsi que celle de la maison a su l'existence de la deuxième femme. Ça a créé des problèmes, et vers la fin, celle-ci s'est suicidée, la dernière s'est suicidée. Carrément. Donc je me dis que d'abord la responsabilité revient à l'homme. L'homme, quand tu te permets de prendre deux femmes, il faut préparer la première et la deuxième. Tu les prépares au fait que voilà, elles sont deux et l'amour doit être partagé. Ça, elles doivent être vraiment psychologiquement préparées. Prendre une femme comme ça, et franchement ne pas la préparer, je trouve que dans le milieu social, c'est vraiment, si je peux me permettre, c'est un danger. C'est un danger pour la femme. Et pour les enfants aussi, parce que c'est la femme qui gère quand même la famille. Oui, il n'a pas tout le temps avec les enfants et ça peut jouer sur eux. Ça peut. Avec des mauvaises humeurs, ça ne peut pas trop passer. Et voilà, mesdames, pour votre émission, nous les femmes, nous allons nous détendre un peu en musique.
Et voilà, c'est terminé pour votre émission Nous les femmes d'aujourd'hui. J'étais sur ce plateau avec Mariam Maïboula qui est entrepreneur culturel et social. Ensuite, Hassanié était avec nous, on va dire Hassanié Taïdibé qui était avec nous, une sociologue. Docteur Oumaïma Mamad Djarma, infectiologue. Merci d'être venu. Hein. Merci, maman. Ensuite, l'UNE comme parmi les femmes. C'est un honneur quand tu es entouré de 3 femmes comme ça. C'est le genre et l'équité. Ouais, c'est ça. C'est ça. On essaie d'équilibrer les choses pour les femmes. Les 30, voilà. 50%. Et donc, voilà, lui, il est esthéticienne, il s'appelle Georgie Crufts. Ça se dit comme ça? Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, terminé pour votre émission Nous les femmes d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon type de programme sur Téléchat et à la semaine prochaine. Inti mama rasaki, inti mama